Bonjour à tous, bienvenue. Donc moi c'est Jimmy Kaspak, je suis directeur technique chez Zenith à Nantes. Et aujourd'hui je suis venu vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur pendant ces 15 minutes. Je suis venu vous parler de développement et d'enseignement. Et pour ça je vais vous raconter une partie de mon histoire. Alors moi j'ai rejoint Zenica à Paris à l'époque en 2016. Et en 2016, du coup, j'étais juste un tout petit développeur qui venait de sortir de l'école et qui était catapulté un petit peu dans le grand bain du monde du travail, tout simplement. Et donc, j'étais déjà passionné en fait par le domaine du web à l'époque. Donc, j'ai commencé à travailler chez un client avec un framework qui s'appelait Angular. Et puis, quand j'ai rejoint Zenica, on m'avait parlé du fait de suivre des formations, qu'il était possible de suivre des formations, mais qu'il était également possible d'en donner, si je le souhaitais. Donc c'était une info qui était restée, et puis voilà, le temps avait passé, et puis au bout de quelques mois, il y a une opportunité qui s'est présentée, et on est venu me voir en me demandant si j'étais partant pour animer une formation pour une entreprise, justement sur le sujet sur lequel je travaillais, à savoir Angular. Faut savoir qu'à l'époque, Angular venait tout juste de sortir en version 2, et qu'il était assez difficile, finalement, de réussir à trouver des gens avec une vraie expérience sur le sujet. Donc moi, l'idée me plaisait, du coup j'ai dit, ok. Et très rapidement, j'ai suivi ce que l'on appelle une formation de formateur chez Zenica pour me préparer. Et du coup, très vite, me voilà à l'aube d'animer ma toute première formation pour une entreprise. Donc je m'en souviens encore, c'était pour 5 personnes. Et à l'époque, il n'y avait pas de distanciel, donc c'était forcément en présentiel pendant 3 jours tous ensemble. Vous savez comment je me suis senti à ce moment-là ? J'étais terrifié, vraiment. J'étais terrifié, parce que je me sentais absolument pas légitime. En fait, je me demandais comment ça se fait que moi, en tant que développeur, je peux être amené en fait à former des gens. Je me sentais absolument pas légitime, absolument pas les épaules ni les compétences nécessaires pour faire ça. Mais pour autant, je me suis quand même un petit peu forcé, j'ai osé, je me suis lancé, et puis finalement tout s'est très bien passé, et tout le monde était content à la fin. Et à partir de ce jour-là, j'ai continué à donner des formations régulièrement. Et puis le temps a passé, je suis passé à Zenica Nantes du coup, et là une autre opportunité s'est présentée, celle d'aller donner des cours pour des étudiants dans des écoles. Et à ce moment-là, j'avais déjà quelques formations en mon actif, mais malgré tout, rebelote, encore une fois, j'étais terrifié. Encore une fois, j'étais hyper stressé à l'idée d'aller faire ça, mais là encore, j'ai osé, je me suis lancé, et là encore, ça s'est bien passé, et depuis, je continue à donner des cours régulièrement dans des écoles. Tout ça pour dire que maintenant, avec quelques années de recul, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir depuis le départ, des choses qui m'auraient aidé à me préparer, à me rendre compte de la quantité de travail que ça représentait, ou même qui m'auraient aidé en fait à moins stresser en fait à l'idée de cette expérience. Et donc je me rends compte également que c'est quelque chose qui a beaucoup influencé la vision que j'ai de mon métier de tous les jours aujourd'hui. Et donc c'est toutes ces choses-là que je suis venu un petit peu vous présenter pendant quelques minutes ensemble. Déjà, le premier truc dont je voudrais vous parler, c'est le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur qui est si éminemment présent déjà dans le monde du développement, malheureusement, le jour où on essaye d'enseigner quelque chose, ça a tendance à être encore 1000 fois pire. Parce que quand on a déjà du mal en fait à se sentir légitime tout seul devant un écran, aller expliquer quelque chose à quelqu'un, aller potentiellement s'exposer à des jugements de manière directe, sans écran, c'est encore plus dur. Vraiment. Et pour autant, ce syndrome de l'imposteur, comme dans le monde du développement, il est rarement justifié. Tout particulièrement quand on va se préparer à aller enseigner quelque chose, la plupart du temps, en fait, on va aller se poser plus de questions qu'à utiliser une technologie tous les jours dans le monde du travail, par exemple. On va se préparer, on va se répéter, etc. Donc ce syndrome de l'imposteur, il est rarement justifié finalement. Et il y a un truc que j'aime bien dire justement aux gens qui viennent me voir pour parler de ça, c'est que on n'a pas besoin d'être un expert mondialement reconnu sur un sujet pour aller l'enseigner. Faut bien assimiler ça. Ok ? Quand j'ai commencé à aller donner des formations sur Angular, par exemple, je savais pas la moitié des choses que je comprends aujourd'hui sur le framework, et que je comprendrai potentiellement aussi demain. Pour autant, ça veut pas dire que j'étais pas non plus légitime à aller enseigner au moins les bases de ce framework-là, par exemple. Ok ? Donc on n'a pas besoin
d'être le meilleur dans un domaine ou la meilleure dans un domaine pour aller oser enseigner. Il y aura toujours forcément quelqu'un qui sera meilleur que nous. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de l'expliquer, qu'on n'est pas capable de transmettre des connaissances. Donc ce syndrome de l'imposteur, c'est une source de stress, évidemment. Ce qu'il faut bien comprendre également quand on va enseigner quelque chose, c'est que stresser, c'est normal, mais pour tout le monde. Vraiment. Je connais personne, que ce soit vraiment des professeurs de profession qui font vraiment que ça dans leur travail ou des gens qui interviennent de manière un petit peu plus ponctuelle. Je connais personne qui n'ait jamais stressé à l'idée d'aller enseigner quelque chose à un moment donné. C'est impossible. Alors évidemment, il y a des gens qui sont capables de beaucoup mieux le cacher que d'autres. Et après, c'est quelque chose également sur lequel on va pouvoir s'entraîner. Okay. L'important, c'est de ne pas se laisser contrôler par ce stress, tout simplement. Et stresser, en fait, ça peut avoir plein de causes différentes. Il va y avoir évidemment donc le syndrome de l'imposteur que je viens d'évoquer. Moi, ce qui me faisait stresser aussi, c'était l'idée d'aller m'exprimer en public. Voilà, ça a jamais été quelque chose dans lequel j'étais naturellement à l'aise. Pour autant, c'est comme n'importe quel exercice, c'est-à-dire que on peut s'entraîner, on peut par exemple répéter, et on peut devenir meilleur, en fait. Et au bout d'un moment, le stress diminue. Mais ce que je veux dire, surtout, c'est que c'est pas parce qu'on ressent du stress à l'idée d'aller faire quelque chose que pour autant on n'est pas fait pour ça. L'important, c'est surtout de ne pas se laisser contrôler. Une autre source de stress qui peut paraître un petit peu anecdotique, mais qui peut véritablement arriver quand on va enseigner quelque chose, c'est un peu la peur de tomber sur un étudiant ou sur quelqu'un que l'on va former, qui sait déjà, en fait, tout ce que l'on vient expliquer, qui en sait peut-être même autant que nous, voire même plus. Mais ça, finalement, après avoir discuté avec pas mal de professeurs et puis après avoir pris un petit peu de recul, je me suis rendu compte que c'était un faux problème, en fait. Pourquoi ? Parce que l'important quand on va enseigner également, c'est d'avoir conscience de son objectif. Quand je viens par exemple enseigner les bases du framework Angular, je viens pas enseigner des techniques d'optimisation avancées, ce genre de choses. Il y a une phrase que j'aime bien ressortir qu'un professeur m'avait sortie à un moment donné. Il m'avait dit « Tu viens donner ton cours non pas pour les une ou deux personnes qui connaissent déjà ton sujet, tu viens donner ton cours pour toutes les autres qui y connaissent rien. » Et c'est ça, en fait, avoir conscience de son objectif. C'est de se dire qu'à un moment donné, on pourra jamais de toute façon tout contrôler, mais l'important, c'est que avant tout, on vient pour faire ça. Donc oui, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui connaît déjà un petit peu ce que l'on vient enseigner, mais finalement, c'est pas très grave. On pourra quand même lui apporter des choses. On va lui présenter, par exemple, une autre manière d'expliquer les choses. On va, par exemple, être capable de lui apporter des connaissances, mais dans un cadre un petit peu différent, à travers une pause, une discussion, etc. Mais c'est pas un problème pour autant. Alors, je pourrais continuer un moment à discuter un petit peu des difficultés que l'on peut rencontrer quand on décide d'enseigner quelque chose, mais moi ce que j'ai aussi un petit peu envie de vous partager, c'est qu'est-ce que j'en ai tiré, qu'est-ce que ça apporte en fait de se lancer dans cette expérience-là, surtout en tant que dev. Ça apporte plein de choses, je trouve. La première chose que moi ça m'a apporté déjà, c'est une bien meilleure connaissance de mes sujets. Parce que en fait, aller enseigner quelque chose, c'est une très bonne manière de se rendre compte de où est-ce qu'on se situe au niveau d'un sujet, où est-ce que sont les limites de nos connaissances, tout simplement. Si on est capable de l'expliquer, ça veut dire qu'a priori, on l'a bien compris. Par contre, si on se rend compte qu'on a des trous dans nos explications, qu'il y a certaines parties de nos explications qui laissent à désirer, ça veut dire que potentiellement, là, on atteint un petit peu nos limites. Et donc, le fait de prendre conscience de ces limites-là, ça nous permet aussi de les repousser. On va se poser des questions différentes, des questions que l'on va pas avoir l'habitude de se poser, par exemple, dans le dev de tous les jours. On va essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, ou pourquoi pour tel problème, il y a telle solution et telle solution qui existe, pourquoi il y en a 2 ou 3 différentes, etc. Donc tout ça pour dire que ça nous apporte une bien meilleure connaissance de nos sujets. Ça apporte aussi une meilleure gestion du stress. Et ça, c'est quelque chose aussi à pas négliger. Dans le sens où, comme je l'ai expliqué, moi, parler en public, ça a toujours été un petit peu une source de stress à la base. Mais le fait d'être exposé à intervalles réguliers, en fait, à cette petite dose de stress, que je choisis, entre guillemets, de subir, je sors un petit peu de ma zone de confort, et de mon travail, par exemple, de dev de tous les jours pour aller enseigner quelque chose, et du coup, ça me soumet un petit peu à du stress, et le fait est que d'être soumis à intervalles réguliers à tout ça, le jour où, par exemple, il y a un problème chez mon client, où on a besoin de prendre des décisions rapidement, parce qu'il y a un énorme problème, c'est plus simple de continuer à être opérationnel sous une source de stress, dans un moment de stress comme ça, parce que justement, à intervalles réguliers, on y a quand même un petit peu été soumis. On continue à être fonctionnel. On continue à être capable de garder la tête froide, de continuer à réfléchir, etc.
Ensuite, ça permet également d'avoir un grand sentiment d'utilité. L'exemple que je prends souvent, c'est j'ai été amené par exemple à intervenir dans des POI, donc c'est des dispositifs qui sont un espèce d'association entre Pôle emploi et des entreprises pour former des gens pour se reconvertir justement dans la tech. Donc c'est des gens qui viennent véritablement en fait changer de vie, apprendre un nouveau métier pour se lancer dans la tech. Et donc ça permet, le fait d'aller enseigner dans ce genre de contexte par exemple, bah, ça permet d'avoir un sentiment d'utilité assez fort, dans le sens où on voit assez rapidement en fait des gens qui changent complètement de vie en fait, grâce à tout ce que l'on leur apporte. Donc c'est quand même plutôt cool. Et puis ça permet de développer aussi des qualités qui sont pour moi essentielles dans tout ce que je fais tous les jours maintenant, donc l'empathie, la bienveillance, la patience, etc. Donc l'empathie, hyper important dans le monde du dev aujourd'hui. Quand on va développer quelque chose, bah on le fait pour résoudre un problème avant tout, pour répondre à un besoin. Donc la meilleure manière de commencer à répondre correctement à un besoin, c'est d'être capable de se mettre à la place des personnes qui ont ce besoin-là ou qui ont ce problème-là. Et même l'empathie à un niveau encore plus proche en tant que dev, ça va être de l'empathie dans la façon dont on écrit notre code. Quand on écrit du code, c'est bien d'avoir de l'empathie envers la prochaine personne qui dans 6 mois va devoir passer dessus, le comprendre et le mettre à jour. Cette prochaine personne, c'est potentiellement quelqu'un de notre équipe, c'est potentiellement quelqu'un qui n'est même pas encore là, et donc là, il n'y a absolument aucune chance pour que la personne en question ait le contexte que l'on a aujourd'hui. Donc il faut que notre code soit quand même compréhensible pour autant. Puis la prochaine personne qui va passer dans 6 mois sur notre code, potentiellement c'est nous, et ça nous évite de nous insulter nous-mêmes dans 6 mois, de dire mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là quoi. Voilà. Pour terminer, le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est par où on commence. Si on veut se lancer dans l'enseignement, si on veut essayer d'aller enseigner quelque chose aujourd'hui, que ce soit tech ou pas tech d'ailleurs, hein, par où on commence? Bah, pour moi, il faut un truc essentiel qui tire tout le reste. Ce truc, c'est ce que j'appelle l'envie de partager. Je prends souvent un exemple pour illustrer ça. Si on se souvient un petit peu de nos années à l'école, alors ça peut être plus ou moins loin en fonction des gens, j'en ai bien conscience, mais on a tous connu un cours où à un moment donné, c'était chiant, c'était affreux ce cours. On comprenait rien, les heures ne passaient pas, c'était toujours un calvaire de suivre ce cours-là, et de manière générale, c'était chiant. Et à l'inverse, on a tous connu un cours, en tout cas j'espère, où bah c'était l'inverse, c'est-à-dire que ce cours-là, c'était hyper facile d'apprendre des choses, on voyait pas le temps passer, ça a toujours été un plaisir, même un truc qui nous était pas forcément utile aujourd'hui, mais en tout cas ça a toujours été un plaisir en fait d'aller dans ce cours-là et d'apprendre des choses. On n'avait pas l'impression de faire d'efforts pour autant. Bah, la différence fondamentale qu'il y avait entre ces deux cours-là, c'est l'envie de partager des profs. Parce que l'envie de partager, en fait, ça tire tout. Ça tire le fait que l'on va se préparer de manière plus efficace, qu'on va améliorer nos connaissances sur un sujet, qu'on va apprendre à expliquer les choses de manière différente en fonction du contexte, qu'on va répéter, qu'on va préparer correctement nos supports, etc., etc. Tout ça, ça part de l'envie de partager. Donc l'idée, c'est que si on veut se lancer, en fait, il faut avant tout essayer de se lancer pour les bonnes raisons. Alors évidemment, il peut y avoir d'autres raisons à l'envie d'aller enseigner quelque chose, mais il faut forcément qu'il y ait l'envie de partager. De toute façon, si elle n'est pas là, au bout d'un moment, ça se sent. Ou au bout d'un moment, on n'y prend pas plaisir. De toute façon. Et puis, il y a une question aussi à se poser, qui pour moi est hyper importante. C'est est-ce que je suis prêt? Non, en vrai, la question, c'est pas est-ce que je suis prêt? La vraie question à se poser, c'est quand est-ce que je serai prêt? Parce que quand on se pose cette question, quand on se demande véritablement quand est-ce que je serai prêt à aller donner un cours, par exemple, bah en fait, on se rend compte que peu importe à quel point on connaît notre sujet, peu importe à quel point on va préparer nos supports, peu importe à quel point on va répéter, bah en fait, on va se rendre compte qu'on sera jamais vraiment prêt. C'est impossible de se sentir prêt, surtout les premières fois. Mais pour autant, bah il faut quand même se lancer. Enfin, tout ce que je viens de vous présenter jusqu'à maintenant, bah c'est valable quand on va aller donner une formation, c'est valable quand on va aller donner un cours, mais c'est également valable quand on veut aller donner un talk à une conférence, comme ici à Touraine Tech. Parce que finalement, bah, que l'on soit dans une salle de cours, une salle de formation ou une salle de conf, bah, tout ce que l'on vient faire, c'est partager. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, vas-y, Cécile.
Ouais. Mhm. Ouais. Ah ouais. Mhm. Ça peut. C'est pas ce qui paye le plus en tout cas. Ouais. Ouais, c'est une belle expérience comme ça. Puis ça permet de se lancer plus facilement aussi, quoi. Merci. Il y avait une... Ouais. Alors la question, c'est qu'est-ce que l'on apprend dans une formation de formateur? Dans une formation de formateur, en tout cas, tel qu'on le joue aujourd'hui à Zenica, on va pas forcément vérifier, par exemple, le niveau de connaissances techniques, parce qu'on suppose qu'à partir du moment que tu es intéressé, que tu veux te lancer, c'est que le niveau de connaissances techniques, tu l'as. Par contre, on va s'assurer d'un certain niveau de pédagogie. On va s'assurer que, par exemple, il n'y ait pas de frise à l'idée d'aller à un moment donné sur scène ou devant 10 personnes pour commencer à expliquer quelque chose. Ce genre de choses. On va apprendre à gérer un groupe avec des niveaux disparates. Voilà. C'est principalement à ça que sert la formation de formateur. On s'amuse évidemment pas à envoyer quelqu'un en mode vas-y, bonne chance. Ouais. Ok. Je serai disponible de toute façon aujourd'hui et demain, donc n'hésitez pas à venir me voir. Ouais.